Attention, l'enfant terrible de l'humour revient sur scène. Fabrice Eboué n'a plus rien à perdre et il est dans Quotidien. Voici Fabrice Eboué. Bonsoir Fabrice, bienvenue sur le plateau de Quotidien, ça va? Ouais. Bon, on est heureux de vous recevoir pour parler de aussi. votre nouveau spectacle, c'est un événement et c'est J'ai eu des nouvelles de mon pote Franck de la Personne. Mais oui alors, mais comment il va? On allait en parler. On en parle tout de suite puisqu'on vient de le voir. Exactement. Il a joué dans 2 de vos premiers films. Exactement. Il a joué dans Casse Départ, un prêtre esclavagiste. Ouais. Et il jouait dans On a des images. Ouais, voilà. Et dans Le Crocodile, il jouait on peut voir les images, voilà. L'assistant du dictateur. Là, on le voit pas. Donc à chaque fois des rôles de salaud. Et moi, quand je l'avais au téléphone, ça c'est en 2011. Je crois 2011. Et moi, quand je l'avais au téléphone, à chaque fois, il me disait j'adore le script, mais je savais pas que c'est du premier degré. Moi, en fait, je pensais que on déconnait quand même. Alors, je ne sais pas comment il a vrillé, parce que moi, je l'ai connu. Alors, vous avez posé la question. Je le connais un petit peu, Franck de la Personne, sur les plateaux uniquement. J'ai pas eu plus de relations en dehors de ça avec lui. Je vous fais une confidence, il était dans mon dernier film, puisque avant de se prononcer pour le Front National, il avait tourné il y a 1 an et demi, un an pile quand on tournait. Et il faisait un petit guest comme il était dans mes 2 premiers films. Et on m'appelle 3 mois avant la sortie du film. Ça vous a fait quoi? Le film s'appelle Coexister et on ouvrait la scène avec Franck de la Personne, soutien de Marine Le Pen. Et ça vous a fait quoi quand vous l'avez su, vous? Bah, j'ai retourné toute la scène avec un autre comédien. Ah, vous l'avez retourné? Ouais, j'ai retourné toute la scène avec un autre comédien, évidemment. Et vous lui avez dit comment? Bah, j'ai rien dit, mais c'était trop compliqué. Le risque, c'était qu'il devienne député ensuite, et ça devenait un film politique, etc. Alors moi, c'était un film pour déconner, et qui s'appelait Coexister aussi. Je me suis dit, je suis pas sûr que ce soit le bon titre après, quoi. Et comment vous lui avez dit au téléphone, bon, là, ça va pas être possible, quoi. On a bossé sur 3 films ensemble. Tout petit rôle, il n'y a pas besoin. Après, dans un film, il y a des scènes qui sautent, il y a des scènes qu'on garde. Mais à un moment ou à un autre, moi, il fallait bien que je fasse les choses aussi dans le sens de mon film, quoi. Donc il comprend aujourd'hui pourquoi il n'est pas dans le film et pourquoi vous l'appelez moins, quoi. Moi, je fais de la comédie. Lui, il fait de la politique aujourd'hui, c'est son choix, quoi. En tout cas, bienvenue Fabrice sur le plateau de Quotidien. On n'est pas là pour parler de Franck de la Personne. C'est un événement et c'est à partir du 26 janvier 2018 au Théâtre de la Renaissance à Paris. Vous les jouez déjà dans plusieurs villes de France. Et on commence par cette affiche. Elle est là, ça s'appelle Plus rien à perdre. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit tu devrais régler ce petit problème de tonsure sur cette affiche? Non, mais moi je suis un comique, écoute, à un moment ou à un autre, faut se livrer totalement. Je me suis posé la question, et au début j'ai fait une affiche super bateau, tu sais, et je me suis dit, en fait, on aurait pu couper ma tête, t'aurais pu mettre, je sais pas, Gaspard Proust, Gad Elmaleh à ma place, on s'en foutait, quoi. Je me suis dit, il faut aller au bout des choses, et là je me suis dit, je vais prendre ma calvitie en photo, et le plus rigolo, c'est que depuis qu'il y a les affiches dans Paris, c'est pas une blague, j'ai reçu un mail de la clinique du cheveu, je vais pas dire laquelle. Mais non. Et alors tiens-toi bien, ils m'ont dit, nous ça nous intéresse. Ils font la journée des gens la tournée des gens de télé pour justement leur mettre des implants. Exactement. Et alors là, c'est gratos. Exactement, ce qui est vachement intéressant. Ils m'ont dit, vous avez l'air d'avoir du recul sur votre coupe de cheveux. On aimerait que vous soyez égérie de la clinique. Et... blague ou pas? Non, je te jure, j'ai reçu le mail. Et le plus drôle, c'est qu'ils me disaient, on vous paye pas, on vous paye en implant. Et on me payait 30 000 € de cheveux. Ils m'ont dit, ça tiendra jusqu'à la fin. Ils m'ont dit, c'est là le terme qui est... Donc gratuitement. Exactement. Pour 30 000 €, vous aviez donc la tonsure, moins de tonsure en tout cas. En sachant que sur les noirs, ça marche jamais très bien, il faut plusieurs essais. C'est technique aussi parce que le cheveu est plus tortillé à l'intérieur, donc voilà. Ah oui, il est plus tortillé. Oui, il est plus tortillé, c'est comme ça. Et vous avez dit quoi à la clinique du cheveu? Alors c'est pas la clinique, c'est une clinique capillaire, hein, que ce soit pas la mauvaise que je cite, mais j'ai dit moi c'est ma force comique, hein, c'est l'inverse de Samson, tu vois, c'est l'inverse de Samson, pardon, moi ça fait marrer les gens, ça. Tu sais, je me fais chier à faire divan au début du spectacle, à un moment je salue, les gens rigolent à ce moment-là. Justement sur le souci, vous dites dans le spectacle qu'on vous confond parfois avec lui, avec Joe Wilfried Tsonga, qui va apparaître, voilà. On vous confond. Non, c'est vrai? Non, alors je vais t'expliquer. Je sais qu'il y a plein de débats là-dessus en ce moment. On me confond à peu près avec tous les artistes ou sportifs. Avec Camini aussi? De couleur, avec des cheveux, voilà. Donc pour te dire. Avec Marcelo du Real Madrid aussi. Alors là, chaque fois qu'il y a un match du Real de Madrid, j'ai le droit. Et à chaque fois, tu dis c'est bon, on a compris. Et à chaque fois qu'il y a un match, et puis le football, alors là, laisse tomber, quoi. Et ce qui est marrant avec Joe Wilfried Tsonga, ça m'est arrivé vraiment une fois. Je suis dans les coursives de Roland Garros.
Et là, il y a quelqu'un qui m'aimait bien, qui prend une photo avec moi. Il y a une Américaine qui voit ça, qui me saute dessus, qui veut sa photo, son autographe, qui me parle en anglais. Et je dis, il y a un gros souci, ou alors qu'à ce départ, il y a une carrière outre-Atlantique, je suis pas au courant. Et juste à la fin, j'ai compris qu'elle me confondait avec son gars. Je lui ai pas dit, donc elle doit montrer à tout le monde sa photo avec son gars chez elle. Bon, voilà. C'est quoi le secret d'un bon seul en scène? C'est voler des vannes, mais sans se faire prendre. Ah bah oui. Eh oui. Est-ce que c'est en pleine polémique, ça, justement, le vol de vannes? Exactement. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous, par exemple, ça vous est déjà arrivé d'emprunter, de vous dire, moi, celle-là, elle est pas mal, je la transforme, je la traduis? Là où ceux qui sont favorables sont idiots, c'est qu'ils traduisaient les comiques américains les plus célèbres. Donc c'était obligé que ça tombe un moment. Moi, je ne traduis que des comiques allemands. Et personne se fera chier sur YouTube à aller traduire des comiques allemands, parce que je suis même pas... Non, mais on le sait dans le métier qui pique des vannes, ça peut arriver que tu aies une vanne similaire, il y en a même dans des spectacles français évidemment, les sujets d'actu, etc. Après on les connaît. Le plaisir d'une vanne, c'est quand tu la testes pour la première fois, tu dis ça marche. Donc ça me viendrait pas à l'esprit d'aller chercher un truc en disant que ça marche déjà sur un autre. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est j'essaye ça. C'est pour ça qu'à Rodage, on fait des salles de 100 personnes et tous les soirs, on teste des vannes. Et le plaisir, c'est j'ai trouvé ça et ça marche. C'est la création, le plaisir. Donc vous, c'est le jus de cerveau, de votre cerveau à vous. Oui, comment vous l'écrivez comment vous écrivez un spectacle? J'ai un co-auteur. Ouais, là, voilà, j'allais vous poser la question, tout seul ou pas? Je bosse avec Tex, qui... Il aura un peu de temps, là. Je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Godin, qui est mon metteur en scène. Et voilà, généralement, on échange un peu, donc j'écris la trame de mon spectacle. Et vous testez sur qui? On a sur fait, des amis, pour te dire, là on arrive le 26 janvier au Théâtre de la Renaissance, je voulais être totalement prêt. Parfois on voit des rodages de certains où t'arrives avec des feuilles sur scène, etc. Moi j'ai fait 30 séances au Théâtre du Lieu, un tout petit café-théâtre de 30 places dans Paris, 30 séances d'impro, d'échauffement au mois de juillet, je faisais payer 10 balles, j'allais dire 10 francs. Ouais, c'est te dire la jeunesse du spectacle. Et là ensuite, on a encore 35 dates dans des petites salles de 100 personnes à travers la France jusqu'au 26 janvier. On regarde un premier extrait. Vas-y. Moi, je me suis embrouillé plusieurs fois avec ma femme. Un jour, elle rentre de Marrakech avec une petite mosquée en terre cuite, comme ça. Elle la met dans la chambre de mon fils. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit, je mets la mosquée. Je lui dis, je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me dit, oh, ça va, c'est juste une mosquée de déco. Je lui dis, oui, on connaît. Et puis après, c'est le Coran de déco, la calage de déco, on connaît. Je lui dis, vas-y, c'est ton gamin, fais ce que tu veux. Le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, c'est toi qui as mis un cochon devant la mosquée? Je lui dis, c'est une tirelire de déco. C'est quoi cette histoire de tirelire et de mosquée? C'est vrai ou pas? Ce que je raconte dans le spectacle, c'est toujours vrai. Alors après, j'ai dû le corps, effectivement. Je suis issu d'un couple mixte. Ma mère est normande, mon père est camerounais. Et je suis moi-même avec ma femme qui est d'origine musulmane marocaine. Et c'est vrai qu'en 2015, dans cette atmosphère un peu de paranoïa, d'ambiance, etc., il nous est arrivé d'avoir des embrouilles culturelles. Et la petite mosquée en terre cuite qu'elle avait ramenée de Marrakech, ça a été une de nos embrouilles à un moment. Alors parfois c'est pour rire, où elle avait mis une photo dans le salon, je me rappelle d'elle, bébé au Maroc, il y a une trentaine d'années, avec sa tante qui la prenait comme ça. Et la tante était vraiment en burqa, comme ça. Et je lui dis, je sais pas si en ce moment on va avoir une dame en burqa dans notre salon. Elle me dit, c'est ma tante. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on en sait d'abord que c'est ta tante? Et c'est vrai que parfois on a des petites embrouilles sur le culturel, où j'en prends, où elle en prend, voilà. Et donc ça a changé votre manière d'écrire, les attentats à Paris, de Charlie? Les attentats de Charlie Hebdo ont changé, je dirais, la face des comiques en France, généralement. Ça a été un moment tendu pour nous. Ça a été un moment on s'est tous réunis, les comiques, à ce moment-là. Il y a peu de gens qui le savent. Il y a une grande réunion des comiques de France, avec Franck Dubosc qui s'est levé en premier. Un congrès, une sorte de congrès. Ouais, on était une dizaine. Franck s'est levé, Dubosc en premier. Il a dit, ils ne tueront pas la liberté d'expression. Je continuerai à ouvrir ma gueule. Je ferai Camping 3. Et c'est un des sketchs du spectacle où effectivement je raconte le congrès des comiques après les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Question d'actualité, hier Antoine Griezmann a posté une image de lui, un joueur de basket, vous l'avez vu, un joueur de basket noir, c'est cette photo-là. Scandale sur les réseaux sociaux, Griezmann a retiré l'image et s'est excusé. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut rire de tout? Et notamment sur les blackface. On peut rire de tout ça, évidemment. Il faut savoir le faire, évidemment. Parfois, chacun a des maladresses. Après, pour ça, il faut le replacer dans le contexte. C'était pour une soirée caritative, voilà, caritative organisée par Michel Leb. Donc, c'est faux, hein, c'est pas Michel Leb. Hein. C'est que les gens écoutent. Non, mais évidemment qu'il n'y a pas plus raciste que les blackface, que c'est une période qui illustre le racisme. Et là, le racisme dur, hein, c'est les années 30, c'est Jim Crow.
Pro, je crois. Effectivement. Après, lui, effectivement, quand il fait ça, ne pense pas... Manifestement, Griezmann n'était pas au courant de ça. Non, ce serait quand même douteux qu'il soit au courant de ça. Voilà, mais évidemment qu'il n'est pas au courant. Évidemment que cette image est raciste par rapport à ce à quoi ça correspond. Et évidemment que le type s'est excusé. Il a dit qu'il n'était pas au courant, donc l'affaire est réglée. Après, c'est les réseaux sociaux, c'est fantastique. Je voyais l'autre fois, il y a un tigre qui a été abattu, qui s'est... dans le 15e. Ouais, dans le 15e. Et il y avait quelqu'un très sérieux qui disait c'est une honte. La place de ce tigre, de toute façon, était dans la savane en Afrique. Tu vois, c'est te dire les gens sur les réseaux sociaux, un tigre en Afrique dans la savane, c'est très rare. C'est pour te dire que les gens parfois sont un peu décalés. Je comprends ce qui est très bien, je vais te dire, c'est qu'on a expliqué à tout le monde ce que c'était que la blackface aujourd'hui et que tout le monde soit au courant. Mais là, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait. Et t'as plein d'épisodes, je dirais, de polémiques, entre guillemets, où en tout cas, on peut expliquer certaines choses. Et je vous demandais justement, c'était la une du Parisien de ce week-end, je vous demandais si justement, est-ce qu'on pouvait encore rire de tout? Et on voit des proches et Coluche. Moi, je pense que... Avec des textes qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Non, mais on peut rire sur scène, c'est pas vrai. Sur scène, on peut absolument rire de tout. Le public sait ce qu'il va voir, le public est averti. Moi, en tout cas, si le spectacle s'appelle comme il s'appelle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas de limite dans ce que je fais, effectivement. Et je pense que tant que t'as le rire au bout, faut croire en l'intelligence du public. Le public sait ce qu'il va voir. Il faut ne l'empêcher de rien aussi, parce que c'est important que chacun ait sa liberté d'expression. On peut rire de tout aujourd'hui. Après, il y avait cette phrase, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Moi, il m'est arrivé de jouer en prison. Il m'est arrivé de jouer en prison, je jouais pour des prisonniers, et c'était l'époque de Youssouf Fofana et du gang des barbares qui avait tué ce pauvre jeune. Et j'avais cette expression, on disait, Youssouf Fofana, ils disent, c'est le cerveau de la bande, t'imagines le reste de la bande. Et je sens que parmi les détenus, il y a un gros rire et qu'ils en montent tous un du doigt. Et il y en a un qui était lié à l'affaire. Et tout d'un coup, tu te poses la question, tu te dis, oui, là, comment je continue le spectacle, tu vois, parce que... Je sens qu'il y en a un qui est dans la salle. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et tu te poses des questions. Je savais qu'en plus, à l'époque, j'avais un sketch sur Guy Georges juste après. J'avais juste peur qu'il soit dans le fond et qu'il me fasse... Ça aurait fait beaucoup. Là, ça aurait fait beaucoup. Mais quand je te dis, on sait pas. Alors là, effectivement, c'est exagéré ce que je te raconte. Mais c'est se poser vraiment la question de qui t'as en face de toi à des moments. Vous évoquez à nouveau dans le spectacle votre famille de gynécologues, votre père, votre frère et votre sœur. Tous gynécos? Tous gynécos. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est pour de vrai. Ça, c'est la réalité. Et c'est votre père qui a accouché votre femme? Non, là, faut pas déconner non plus. D'accord. Non. D'accord. Non, c'est mon frère. Et alors... C'est le collègue de ma sœur qui a accouché. Mais c'est vrai que je viens d'une famille de gynéco entièrement. Alors ça, c'est le spectacle d'avant où j'en parlais beaucoup, où je dis que j'ai vraiment eu les repas de famille les plus incroyables, où c'était que des... Ça parlait de quoi? Ah bah ça peut parler effectivement, oui, ça peut parler de taf, comme tu dis. Après, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement particulier. On peut. Mais donc moi, j'étais là pour la blague plus que pour les détails. Mais votre père, il aurait aimé que vous soyez gynéco? Mais c'est pire que ça. Moi, quand j'avais, alors là, je vais faire toute ma vie, j'en suis désolé, mais quand j'avais 18 ans, que je ne faisais pas grand-chose de ma vie, que ma sœur, qui avait 2 ans de moins que moi, m'avait déjà rattrapé dans les études, mon père a essayé de me faire, à l'époque, c'était autorisé, des aides opératoires gynécologiques. Donc j'étais assistant de mon père. Vous avez travaillé dans un exactement dans un hôpital, les trocards, etc. Je fais beaucoup de kystes à l'ovaire, si vous voulez des détails. Voilà, voilà, ça passe. Donc on va pas rentrer dans les détails à cette heure-ci, c'est bientôt le repas. Mais en tout cas, voilà, ça a été un peu ma vie d'étudiant. Vous restez avec nous? Avec plaisir.